Ça fait à peu près un mois à la date où sort cette vidéo que la série Shogun est terminée. Malin comme vous êtes, vous savez très certainement que cette série est adaptée du livre éponyme rédigé par James Clavell. Dans Shogun, Clavell nous emmène dans un Japon du XVIe siècle, tourmenté par la guerre où des samouraïs intrépides et des seigneurs de guerre impitoyables règnent en maître. Au cœur de cette saga épique se trouve un personnage fascinant, un Anglais nommé John Blackstone qui, vous l'avez deviné, est inspiré par la véritable histoire de William Adams. William Adams naît à Gillingham dans le Kent en Angleterre. Après la mort de son père, alors qu'il n'a que 12 ans, il devient apprenti de maître Nicholas Diggins, propriétaire des chantiers navals de Limehouse. Il passe alors les 12 années suivantes à apprendre la construction navale, l'astronomie et la navigation après être entré dans la marine anglaise. Après avoir servi dans la Royal Navy sous les ordres de Sir Francis Drake, le célèbre ancêtre d'un des personnages de jeux vidéo les plus inspirants, si jamais vous avez la ref, dites-le moi en commentaire, Adams devient pilote pour la compagnie Barbary Merchants. Durant son service, il prend part à une expédition de 2 ans dans l'Arctique à la recherche d'un passage au nord-est le long de la côte de Sibérie vers l'Extrême-Orient. Il épouse Mary Ann en 1588 à l'église de Saint-Dunstan dans la paroisse de Stepney, près de la Tour de Londres. Naît alors de cette union une fille qui portera le doux nom de Délivrance. Attiré par le commerce des Pays-Bas avec l'Inde, Adams rejoint à 34 ans le Rotterdam Company et devient maître pilote d'une flotte de 5 navires envoyés depuis le Texel vers l'Extrême-Orient en 1598. Adams part de Rotterdam en juin 1598 sur le Hoop et rejoint le reste de la flotte, les navires Lift, Gelhof, Trouve et Beach Bootstamp le 24 juin. C'était dur à dire tout ça là. Les commanditaires de l'expédition, en lui faisant suivre la voie de l'Ouest, celle passant par le détroit de Magellan et l'océan Pacifique, ont donné corps aux rumeurs prétendant que le véritable but de l'expédition était le pillage des richesses des Espagnols en Amérique. Le commandant en second de la flotte, Simon de Corde, avait attiré les marins en leur promettant qu'ils seraient pourvus de toutes les provisions nécessaires. Il tient bien évidemment parole, du moins au début du voyage, mais c'était pas le meilleur des moves puisque moins de 2 mois après le départ, les côtes de l'Afrique en vue et malgré une politique de restriction appliquée au bout de quelques semaines, les provisions restantes dans la cale sont devenues très insuffisantes. Adams, passé entre-temps sur le Lift, nommé à l'origine d'ailleurs Erasmus à cause de sa figure de proue représentant l'Erasmus de Formiae, veut s'arrêter quelque part au long des côtes africaines afin de se procurer l'eau, les fruits et le sel nécessaires au reste du voyage. Mais l'effort tenu par les Portugais rend l'opération très dangereuse. Les navires, des bateaux allant de 150 à 500 tonneaux et chargés d'hommes, sont conduits d'abord au Cap-Vert, tenus par les Portugais qui refusent de leur fournir de l'eau et des vivres tant que le gouverneur, absent à ce moment, ne leur en donne pas l'ordre. Van Beuningen, le capitaine du Lift, furieux, décide de prendre d'assaut l'île de Praia. Avec l'approbation de ses collègues, il fait débarquer 150 soldats pour s'emparer du fort. Celui-ci, situé sur un piton rocheux, est très difficile d'accès et quelques hommes pourraient le défendre contre 1 millier. Pourtant, les Portugais s'enfuient après seulement une dizaine de tirs de mousquet de la part des Hollandais. Ceux-ci, après être rentrés triomphants dans le château, se retrouvent barricadés au sommet du piton rocheux, mais toujours sans vivres, et doivent démonter leurs barricades et leurs canons, et rentrer dépités au navire. Le gouverneur portugais, alors mis au courant de l'assaut, ordonne aux Hollandais de quitter Cap-Vert sur le champ. Le 22 septembre, Jacques Mahut, le commandant de la flotte, décède à cause de la fièvre, ce qui porte un terrible coup au capitaine comme aux marins. Le vice-commandant, Simon de Corde, celui-là même qui avait promis aux marins des provisions à volonté, lui succède. Bon, autant vous dire que ça part pas très bien cette histoire. Arrivés sur la côte de Guinée, les aventuriers, obligés de se ravitailler d'une façon ou d'une autre, décident de faire halte sur l'île d'Anobéon. Ils choisissent, pour l'atteindre,
craindre de prendre la voie la plus longue, longeant la côte africaine jusqu'au cap Lopez, dans l'espoir de pouvoir se ravitailler en eau douce quelque part sur la côte. Malheureusement, le mauvais temps empêche de mettre pied à terre avant le cap Lopez. Ils débarquent donc à l'endroit où ils sont et le capitaine du Guelph, Selbald de Werth, est envoyé prendre contact avec le chef de la tribu locale qui a pour réputation d'être accueillante. Les négociations n'aboutiront pas. La région ne possède pas de quantité nécessaire en vivres au ravitaillement de 5 navires et de plus le climat insalubre tue 16 marins. La flotte repart donc pour Annobéon qui grouille de soldats portugais et où les quelques raids nocturnes effectués ne permettent pas de ramener la quantité de nourriture nécessaire. Le 2 janvier 1599, la flotte repart mais un fort coup de vent casse en 3 le grand mât du Guelph qui est pris en remorque par le lift le temps qu'un nouveau mât soit fabriqué par les charpentiers. Malheureusement à ce moment-là, la flotte arrive dans ce qu'on appelle le poteau noir, cette zone où il n'y a pas un souffle de vent et ils doivent encore restreindre les rations. Lorsque le vent reprend, les navires atteignent l'Atlantique Sud où le froid hivernal cause quelques décès supplémentaires. Vers la fin mars 1599, les navires arrivent en vue de la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. Poussés par un fort vent du nord, les navires continuent vers le sud sans toucher terre, les capitaines voulant en effet se mettre au plus tôt à l'abri du détroit de Magellan. Si la traversée de celui-ci, parsemé de hauts fonds et de récifs, est un vrai défi pour les navigateurs de l'époque élisabéthaine, le détroit fournit à la flotte un havre abritant temporairement des neiges hivernales. Adams, à qui incombe en tant que pilote la tâche de guider les navires au travers du détroit, veut franchir immédiatement celui-ci avant que le froid ne les bloque en solidifiant les eaux. Cependant, les vivres manquent toujours et la présence de colonies de manchots constitue une tentation irrésistible pour les marins affamés qui en assomment pas moins de 1400 en l'espace de quelques minutes seulement. Ils devaient sacrément avoir la dalle quand même. Le temps est très mauvais et la flotte est prise dans le brouillard et plusieurs bateaux perdent des ancres. La flotte progresse lentement et les vivres manquent à nouveau, ainsi que le bois de chauffage. En mai, les marins font leur première rencontre avec les habitants de Patagonie, notant avec ahurissement qu'ils mesurent 10 à 12 pieds de haut. Mais attends, ça fait combien 10 pieds de haut? Au cours des semaines suivantes ont lieu plusieurs affrontements entre les explorateurs bloqués par le froid et les autochtones. Les navires peuvent enfin reprendre leur route début septembre et atteignent l'océan Pacifique quelques jours plus tard. À peine arrivés sur l'océan, une grande tempête disperse la flotte. Adams mène le lift aux abords de l'île de Santa Maria au large du Chili où il rejoint le navire amiral, donc le Hoop, qui les y attendait. En revanche, les autres navires ne le rejoindront jamais. Avant que le lift et le Hoop ne se rejoignent, leurs capitaines meurent tous deux, tués dans des embuscades des Amérindiens alors qu'ils tentaient de négocier avec ceux-ci pour obtenir des vivres. De nombreux marins perdent également la vie dans ces affrontements, dont le propre frère de William, Thomas Adams. Le réapprovisionnement ne sera effectué qu'une fois que les deux navires ne se soient retrouvés, les aventuriers ayant pris en otage les officiers espagnols venus visiter le lift et les ayant relâchés qu'après avoir reçu une grande quantité de vivres. Craignant le courroux des Espagnols, l'équipage survivant choisit de traverser l'océan Pacifique. Les navires repartent donc en direction du Japon en novembre 1599, mais le Hoop ne l'atteindra jamais. Il disparaît tragiquement dans un typhon survenu peu après avoir dépassé un groupe d'îles où 8 hommes désertent en volant une chaloupe. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous. On suppose que ce groupe d'îles est probablement Hawaï. En effet, lorsque le missionnaire anglais William Ellis visite cette île en 1822, les indigènes lui disent qu'un groupe de marins s'y est installé et ont épousé des Hawaïennes bien avant l'arrivée de James Cook en 1778. Donc on parle bien des mêmes marins qui ont déserté à bord de cette chaloupe. C'est quand même fou, cette époque. Lorsque le 12 avril 1600, le navire arrive enfin en vue de l'île de Kyushu, au Japon, aucun des 24 marins survivants n'est capable de mettre une chaloupe à l'eau. Quand le lift accoste le 19 avril 1600 au large de Bungo, aujourd'hui Usuki dans la préfecture d'Oita, seuls 9 des 24 membres de l'équipage sont en état de se lever. Les prêtres jésuites portugais présents au Japon prétendent alors que le navire d'Adams est un vaisseau pirate et que l'équipage doit à ce titre être crucifié. Le navire est saisi et l'équipage malade est emprisonné au château d'Osaka sur ordre de Ieyasu Tokugawa daimyo de Mikawa qui deviendra shogun en 1603. Adams rencontre Ieyasu à Osaka 3 fois entre mai et juin 1600. Il est interrogé par Ieyasu, devenu protecteur du jeune fils du Taiko Hideyoshi Toyotomi, qui vient alors de mourir. La connaissance d'Adams en navire et en construction navale et sa notion nautique des mathématiques plaisent à Ieyasu.
Le shogun prend alors Adams en affection et fait de lui un diplomate et conseiller commercial révéré et lui accorde de grands privilèges. Adams devient également son conseiller personnel pour les choses concernant l'Occident, et après quelques années, il remplace le jésuite João Rodrigues en tant qu'interprète officiel. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais j'ai tout donné. Adams a une femme et des enfants en Angleterre, mais Ieyasu lui interdit de quitter le Japon. Il lui est donné 2 sabres représentant le titre de samouraï. D'ailleurs, petit aparté, mais Yatsuke, c'est pas un samouraï, c'est ce qu'on appelle un porteur d'armes. Ça équivaut à ce qu'on pourrait appeler un écuyer en Europe médiévale. Le shogun décrète que William Adams, le navigateur, est mort et que Miura Anjin, le samouraï, est né. Cela fait de la femme d'Adams une veuve et libère Adams pour lui permettre de le servir de manière permanente. Adams reçoit aussi le titre de Hatamoto, porte-étendard, une position de prestige en tant que vassal direct à la cour du shogun. Il reçoit aussi d'importants revenus, ainsi qu'un fief de 250 koku à Emi, qui est aujourd'hui à l'intérieur des limites de la ville de Yokosuka. Le domaine d'Adams est situé près du port d'Uraga, le point d'entrée traditionnel dans la baie d'Edo, où il est signalé pour avoir fait du commerce avec des navires étrangers. Saris rapporte que quand il a visité Edo en 1613, Adams était en possession des droits de revente d'un cargo espagnol à l'ancre dans la baie d'Uraga. La position d'Adams lui permet d'épouser Oyuki, la fille de Kageyu Mogome, un noble samouraï, personnage officiel du château d'Edo. Anjin et Oyuki auront un fils, Joseph, et une fille, Susanna. Adams a une très haute opinion du Japon, de son peuple et de sa civilisation. En 1604, Ieyasu ordonne à Adams et à ses compagnons de construire un navire de style occidental à Ito, sur la côte près de la péninsule d'Izu. Après qu'un premier vaisseau de 80 tonneaux ait été construit, le shogun ordonne la construction d'un plus gros de 120 tonneaux devant être construit l'année suivante. Selon Adams, Ieyasu est à bord pour le voir et sa vue lui a donné grand contentement. Le navire, le San Buenaventura, sera prêté à des marins espagnols naufragés pour leur retour au Mexique en 1610. À la suite de cette construction, Ieyasu dit à Adams qu'il l'invite à visiter le palais quand il le voudra, et que toujours il devait venir en sa présence. D'autres survivants du Lift furent aussi récompensés par des faveurs et même autorisés à poursuivre le commerce étranger. Bien qu'Adams ne puisse pas recevoir la permission pour lui-même de quitter le Japon, il obtient que le capitaine de Lift, Jacob Quakemike, et le trésorier Melchior von Stasworth puissent repartir en 1604 sur un Shunsen, donc c'est un navire portant le sceau du shogun, pour se rendre à Patani, en Asie du Sud-Est. Plus tard, Van Sandvoort et John Johnstein von Langenstein, c'est une catastrophe les noms là, un autre membre de l'équipage du Lift, feront fortune dans le commerce entre le Japon et l'Asie du Sud-Est. Tous deux sont signalés par les commerçants hollandais d'Ayutthaya à bord de jonques richement chargés début 1613. William Adams est également signalé comme ayant fait fortune auprès des Shunsen durant des voyages ultérieurs en Asie du Sud-Est également. En 1611, il entend parler d'une colonie anglaise à Bantam, en Indonésie, et leur envoie une lettre leur demandant d'envoyer de ses nouvelles à sa famille et à ses amis en Angleterre, les incitant à engager des relations commerciales avec le Japon, où il signale que les Hollandais s'enrichissaient beaucoup. En 1613, le capitaine John Saris arrive à Hirado sur le Clove avec pour but l'établissement d'une factory, donc un comptoir commercial, pour le compte de la Compagnie anglaise des Indes orientales. L'admiration d'Adams pour le Japon et son adoption des manières japonaises provoquent la colère de Saris. À Hirado, Adams refuse de rester dans les quartiers anglais et réside à la place chez un magistrat japonais local. Les Anglais notent également qu'il porte des vêtements japonais et qu'il parle japonais couramment. Non, je rigole, c'est juste un kimono, enfin, c'est juste un peignoir quoi. Adams voyage avec Saris à Shizuoka, où il rencontre Ieyasu dans sa résidence principale en septembre, puis continue à Kamakura, où il visite le célèbre Bouddha, le Daibutsu de 1252, sur lesquels les marins ont gravé leur prénom à l'intérieur. Puis à Edo, il rencontre le fils d'Ieyasu, Hidetada. Celui-ci donne à Saris 2 armures vernies pour le roi Jacques Ier d'Angleterre que l'on peut voir aujourd'hui à la Tour de Londres. Je vous mets quelques photos.
Sur le chemin du retour, il rend de nouveau visite à Ieyasu qui confère des privilèges commerciaux aux Anglais, leur donnant licence libre de demeurer, acheter, vendre et échanger au Japon. Il retourne alors à Hirado le 9 octobre 1613. À cette occasion, Adams demande et obtient l'autorisation d'Ieyasu pour retourner sur sa terre natale. Cependant, il finira par décliner l'offre de Saris de le ramener en Angleterre, arguant qu'il avait passé de nombreuses années dans ce pays, pauvre, et qu'il était désireux d'obtenir quelque chose avant son retour. Apparemment, ses vraies raisons semblent en fait être sa profonde antipathie envers Saris, qui l'avait insulté de diverses manières. Il accepte un emploi dans le comptoir nouvellement fondé à Hirado, signant le 24 novembre 1613 un contrat par lequel il devient facteur, c'est-à-dire marchand employé par la Compagnie anglaise des Indes orientales, pour le salaire annuel de 100 livres anglaises, plus de 2 fois le salaire normal de 40 livres gagné par les autres employés d'Hirado. Adams prend une place principale aux côtés de 6 compatriotes et sous les ordres de Richard Cox dans l'organisation de cette nouvelle implantation anglaise. En fait, Adams avait recommandé en vain à Saris de choisir Uraga près d'Edo plutôt que Hirado, qui est alors petit et très loin des marchés principaux d'Osaka et Edo. Durant les 10 ans d'activité de la compagnie entre 1613 et 1623, à l'exception du premier navire, le Clove en 1613, seuls 3 autres navires anglais ont amené des cargaisons directement de Londres au Japon, invariablement décrite comme ayant une faible valeur sur le marché japonais. Le seul commerce qui aida à appuyer le comptoir est celui organisé entre le Japon et l'Asie du Sud-Est, et principalement pris en main par William Adams, vendant des biens chinois contre de l'argent japonais. Adams passe la dernière partie de sa vie au service de la compagnie de commerce anglaise. Il entreprend plusieurs voyages au Siam entre 1614 et 1615, en Cochinchine entre 1617 et 1618, parfois pour le compte de la Compagnie anglaise des Indes orientales et parfois pour son propre compte. Selon des sources japonaises, il était propriétaire d'un Shinsen de 500 tonneaux. Étant donné le faible nombre de navires venant d'Angleterre, 4 en 10 ans, et la faible valeur de leur cargaison, on avait soit des draps, des couteaux, des lunettes de vue, du coton indien, bref des choses qui intéressaient pas forcément les Japonais, William Adams a joué un rôle clé dans la participation de la compagnie au système des sceaux rouges, en obtenant des certificats commerciaux de la part du shogun. En tout, c'est pas moins de 7 voyages en jonque qui seront effectués à destination de l'Asie du Sud-Est, avec des résultats mitigés, dont 4 dirigés par William Adams en personne, en tant que capitaine qui possédait alors le Gift of God, littéralement le don de Dieu, une jonque qu'il a utilisée pour son expédition en Cochinchine. Adams meurt à Hirado au nord de Nagasaki le 16 mai 1620 à près de 56 ans. Son titre japonais se lit Anjin-sama, le maître pilote, et sa mémoire est gardée vivante par la rue nommée Anjinsho, donc la rue du pilote, à Edo, qui est aujourd'hui Tokyo, et une célébration annuelle est effectuée le 15 juin en son honneur. Un village de son ancien fief, Anjinzuka, qui veut dire la colline funéraire du pilote, se trouve à l'intérieur de l'actuel Yokosuka et elle porte son nom. On peut noter également que dans la ville d'Ito, à Shizuoka, se tient chaque année le 10 août le festival de Miura Anjin. D'ailleurs, aujourd'hui, Ito et Yokosuka sont toutes les deux jumelées avec Gilligan, la ville natale d'Adams. À sa mort, William Adams laisse 2 veuves, Mary en Angleterre et Oyuki au Japon. Il laisse également 4 enfants. Deliverance, sa fille aînée née de Marie, à qui il lègue la majeure partie de son héritage en argent, Joseph et Susanna, qui sont les enfants d'Oyuki, ainsi qu'un enfant illégitime qu'il avait eu auprès d'une servante à Hirado, mais de ce dernier enfant, il n'a pas fait mention dans son testament. William Adams a laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire. Son voyage extraordinaire a non seulement lié 2 cultures éloignées, mais il a également transformé le Japon et l'Angleterre de manière irréversible. Il a joué un rôle crucial dans l'ouverture du Japon au commerce extérieur, brisant des siècles d'isolement et introduisant de nouvelles technologies, idées et produits qui ont stimulé l'économie et la société japonaise. Il a également servi d'ambassadeur culturel, partageant sa connaissance de l'Occident avec le peuple japonais. L'influence d'Adams s'étend bien au-delà de son époque. Il est devenu une figure légendaire au Japon, connu sous le nom de Miura Anjin, et son histoire continue d'inspirer les générations futures, symbolisant la possibilité de surmonter les différences culturelles et de bâtir des ponts entre les peuples. L'héritage d'Adams
n'appartient donc pas uniquement au Japon ou à l'Angleterre, il représente une histoire universelle de courage, d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Son parcours nous rappelle que les rencontres entre cultures différentes peuvent enrichir nos vies et façonner le monde dans lequel nous vivons. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, on n'hésite pas à bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et surtout ça aide pour le référencement. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les petits loups!